Dans un monde idéal pour des personnes qui consomment des animaux, les animaux sont heureux d'être consommés. Les yeux des animaux nous troublent. Les yeux des animaux nous rappellent leur individualité ou en tout cas leur vie intérieure. Il suffit de les regarder, ces animaux, pour déjà être obligé de se définir autrement par rapport à eux. Lorsqu'on arrive à imputer à des animaux des capacités émotionnelles ou cognitives, ça leur confère une forme de valeur morale. Dès qu'un groupe est animalisé, on peut s'attendre à ce que les pires traitements lui soient réservés. Bonjour Laurent Bec-Chanclan, on est vraiment très heureux, c'est un plaisir de vous accueillir sur la chaîne de L214 dans l'émission D'un monde à l'autre. Alors vous êtes professeur de psychologie sociale à l'université de Grenoble, vous êtes membre de l'Institut universitaire de France, vous êtes aussi chercheur invité à l'université de Stanford et vous dirigez la maison des sciences de l'humanité, c'est ça? Les sciences Les humaines, sciences les humaines sciences Alpes, humaines oui. Alpes, voilà. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle Face aux animaux. C'est vraiment une plongée passionnante sur ce qui détermine notre relation aux animaux. Vous avez également mené une expérience, alors totalement folle, on va y revenir dans cette interview, qui est l'équivalent de 1000 grammes, on y reviendra à 1000 grammes animal, qui nous dit un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on ne veut pas faire souffrir aux animaux, les animaux, mais qu'on le fait quand même. Qu'est-ce qui Mmh. peut nous pousser à accorder Mmh. ces comportements-là, adopter ces comportements-là? Et justement, ma première question est celle-ci: pourquoi avoir écrit ce livre, Face aux animaux, et quel était votre objectif avec ce livre? Oui, alors merci pour cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir parler un peu de tout ça. Donc effectivement, c'était en fait un livre qui avait pour but de présenter de façon panoramique, un petit peu générale, une synthèse de la recherche qui a été menée sur les relations entre humains et animaux, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont publiées en fait depuis plusieurs dizaines d'années dans l'ère notamment anglo-saxonne, assez peu connues dans le périmètre francophone. Et donc le but, c'était d'arriver à importer ces savoirs, ces connaissances, les présenter et les connecter un petit peu à notre contexte français aussi, par endroits. Et puis présenter un protocole de recherche assez original, effectivement, où je testais une vieille théorie, hein, la théorie de la soumission à l'autorité de Milgram, en essayant de la faire un peu avancer et de faire une translation, puisque dans ce cadre-là, la victime serait un animal. Donc deux buts, à la fois apporter des connaissances sur les relations humains-animaux, le lien très profond qui unit les humains et les animaux, et puis réactualiser finalement je dirais, une référence en psychologie sociale qui est l'expérience de Milgram. Ouais, parce qu'on voit dans le livre justement au niveau historique à quel point, l'histoire avec les animaux, date de évidemment, une des origines très, très anciennes, et à quel point elles sont encore très présentes aujourd'hui, et voilà, avec des relations, pour le pire et le meilleur, on va dire, ou pour le pire souvent, hélas. Donc c'est voilà, c'est vraiment passionnant de voir à quel point la place des animaux, et même dans notre propre histoire, quand on est enfant jusqu'à l'âge adulte, c'est comment cette relation peut évoluer aussi d'ailleurs. C'est ça, c'est ce qui est stupéfiant, c'est de découvrir toute la place qui a été prise par les animaux et aujourd'hui, eh bien, ils sont relativement invisibles, sauf quand on prend le temps de les regarder dans leur lieu de vie, qui sont souvent effectivement des lieux de vie assez infernaux lorsque ceux-ci sont organisés par les humains justement et c'est vrai qu'il y a justement, un anthropologue qui écrivait que lorsqu'un humain en contact avec un animal, le plus souvent, ça se passe mal pour l'animal, en fait, en moyenne, hein, effectivement. Et c'est évidemment la tragédie des animaux qui pourtant, sont à l'origine de si nombreuses ressources dont nous bénéficions aujourd'hui. On peut dire que le développement économique, le développement symbolique, notre imaginaire, notre musique, je dirais, nous avons extrait une animalité, infinie, dans tous les domaines et effectivement, cette animalité, on peut la reconnaître par des études anthropologiques, historiques, psychologiques, bien sûr. Ça a été dit à l'instant, ben, les relations aux animaux sont des relations qui sont souvent, dans le quotidien, en tout cas avec les enfants, dans des contextes familiers qui nous rappellent qu'ils sont, eh bien, en accord aussi au diapason avec nos émotions. Ils sont très, très présents, à nos attentions et on a des travaux qui montrent justement que la présence d'animaux a des effets bénéfiques sur, ben, l'attention des enfants, sur, leur, leur bien-être, sur, leur utilisation du langage. Il y a un effet aussi apaisant, donc voilà beaucoup de bénéfices finalement, très spontanés qui sont apportés par les animaux. Mais au total, effectivement, on n'aura pas le temps aujourd'hui, hein, mais au total, l'histoire des relations entre les humains et les animaux est une histoire qui est marquée
essentiellement, à mon avis, par, tout de même, une asymétrie, une exploitation systémique et nous avons extrait leur animalité, voilà, je dirais des excréments jusqu'aux neurones, voilà, tout chez les animaux, a été utilisé à notre bénéfice et peut-être qu'il est temps de le regarder, d'en prendre conscience à travers toutes les traces qui ont été laissées et qui sont disponibles dans d'autres langages, dans d'autres musiques, je pense aux hiéroglyphes, voilà, on a je dirais des symboles animaux, hein, et puis, peut-être, inverser un peu les choses, voilà, progressivement. Justement sur la question du travail des animaux, on a reçu, François Jarige qui nous a parlé aussi de l'utilisation des animaux comme moteur animé. C'est aussi, intéressant et passionnant et c'est un des aspects effectivement de l'utilisation, des animaux. Dans la préface de votre livre, Face aux animaux, Boris Cyrulnik, donc qui est célèbre, éthologue, et neurologue, raconte, dans les années 82, au cours d'un congrès sur la communication intra-utérine, d'avoir appliqué une observation des bébés, un peu comme on peut faire sur les animaux et ça lui a valu d'être traité de médecin nazi. Alors qu'est-ce que cette expression qui est violente, nous dit en fait de la relation aux animaux? Je crois qu'elle parle déjà beaucoup de la relation des humains aux humains, puisque l'utilisation évidemment de cette désignation nazie est une insulte, très courante, hein, évidemment qui très souvent traduit, je dirais un déficit de réflexion. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, Cyrulnik a apporté beaucoup à la connaissance des relations humains-animaux en introduisant, l'idée d'observation objective, l'utilisation d'indicateurs, comme d'autres éthologues l'ont fait d'ailleurs et pour certains, selon leur épistémologie, le simple fait d'utiliser des indicateurs objectifs, le simple fait effectivement d'appréhender des réalités de manière scientifique, est teinté d'une forme de réductionnisme qu'ils ne peuvent s'empêcher d'appeler nazisme. Voilà, c'est difficile d'interpréter évidemment cette lecture, mais bien sûr, comprendre les comportements, c'est les observer, c'est les catégoriser, c'est les objectiver et dans un certain sens, effectivement, ce n'est pas simplement les commenter, les interpréter. C'est d'abord les décrire, hein, c'est, je dirais, une démarche essentielle de toute science, hein, c'est de décrire les Bien sûr. faits et je crois que, heu, insulter comme cela, Boris Cyrulnik, c'est simplement ne pas comprendre ce que signifie faire de la recherche, faire d'observation. Est-ce que c'est le même mécanisme que des réactions face, aux recherches de Darwin, justement, qui parlait des émotions, des animaux et qui remettait en cause, la place, enfin, ou qui en tout cas dont on pouvait déduire que l'être humain était un animal parmi les autres et que finalement, c'est rabaisser, l'être humain de faire des comparaisons avec, les autres animaux? Oui, en tout cas, Darwin lui-même se sentait très, affecté parce qu'il savait que sa découverte et sa position sur l'évolution allaient, transformer la vision qu'on aurait de l'humain. Il avait beaucoup de mal, il a eu du mal à finalement à la révéler. Il était lui-même, consumé, hein, par une forme d'embarras, de difficulté. Mais bien sûr, il a apporté une révolution dans la compréhension que nous avons de notre place, dans le monde biologique, dans le monde animal, dans la compréhension aussi tout simplement des finalités qui étaient jusqu'alors dominantes, qui étaient alimentées évidemment par toutes les théologies, tous les monothéismes qui justement nous présentaient, un monde ordonné vers des buts, extraterrestres, on pourrait dire, en tout cas des buts spirituels Mmh. et bien sûr à ce titre-là, il a ouvert, une compréhension toute, originale de la place de l'humain, sa place qui évidemment n'est pas, la je dirais la merveille de la création, mais simplement, un élément parmi d'autres. Alors le terme évolution reste en soi un peu ambigu en réalité, parce que dans le mot évolution, il y a l'idée de progrès. Moi, je préférais le mot changement. C'est-à-dire que du coup, effectivement, il y a des changements qui sont, produits par des mutations, par des adaptations. Alors que parce qu'aujourd'hui encore, on interrogerait des personnes comme cela dans un contexte un peu informel, le mot évolution évoque finalement l'idée que nous sommes un peu un aboutissement Mmh. et que ça voudrait dire aussi que les autres êtres ne le seraient pas. Alors qu'en Mmh. fait, chacun a évolué d'une façon tout à fait, spectaculaire par rapport aux contraintes environnementales et nous sommes, tous les êtres vivants finalement sont des sortes de miracles ou en tout cas, sans vouloir évidemment spiritualiser le phénomène, mais en tout cas, c'est évidemment des merveilles qui méritent d'être regardées et comprises. L'être humain s'est placé bien sûr, très largement au-dessus. D'ailleurs, la simple existence d'un mot
animal pour désigner, voilà 8 millions d'espèces opposées Ce qui à n'est pas humain, humain. c'est évidemment, le témoignage de cette espèce de césure théologique entre l'humanité et puis, voilà, un autre univers ontologique qui finalement existe en asymétrie, hein, en asymétrie. Est-ce que Darwin a tout bousculé aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire qu'on a tiré les leçons de Heu de cette, théorie, C'est difficile à dire, bien sûr, il a en tout cas inspiré, de nombreuses sciences, dans de nombreux domaines et donc aujourd'hui encore, que ça soit évidemment en biologie, en éthologie, et même en psychologie, les perspectives darwiniennes sont des perspectives qui inspirent la recherche, qui sont des cadres d'analyse et de pensée et de prédiction. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a évidemment un je dirais un modèle qui mérite la place qu'il a et qui inspire encore une fois la recherche scientifique. Après, on a bien sûr des espaces, culturels qui ont du mal à accepter l'idée que Darwin, enfin les idées darwiniennes qui évidemment introduisent, une dimension je dirais de relativité, une dimension d'humilité aussi et qui évidemment sont intrinsèquement, éloignées d'une vision, théiste, de l'humanité et du monde et donc à ce titre-là, évidemment, il y a encore des combats assez farouches sur, la place du darwinisme dans certaines institutions. et ça soulève aussi, un paradoxe dont vous parlez dans le livre de justement cette proximité, des êtres humains avec les autres animaux, qu'on utilise pour des expériences d'ailleurs, et à la fois cette frontière, qu'on institue, entre les 2 quoi, et qui est indépassable finalement. Parce qu'on utilise les animaux pour faire des expériences même de psychologie justement, donc même en pharmacologie, donc on voit, les consciences modifiées chez les animaux presque, si on peut dire ça, et à la fois, voilà, on ne veut pas leur accorder les droits que, on serait en lieu d'attendre justement au vu de ce monde intime qui est bien plus grand, plus vaste, qu'on a imaginé jusqu'ici, quoi. C'est ça, c'est un paradoxe terrible puisqu'à la fois leur similarité et la justification de leur maltraitance, dans un certain sens, puisqu'évidemment on va pouvoir extraire des connaissances qu'on va pouvoir, appliquer, par translation à nos propres problématiques humaines et en même temps, évidemment, on pose une frontière, insurmontable qui nous autorise finalement à en faire ce que bon nous semble. Ouais, des expériences terribles, hein, sur l'attachement par exemple, voilà qui Voilà. sont des Oui, alors justement, la psychologie, inspiré, hein, des recherches tout à fait effroyables qui ont été d'ailleurs, dénoncées par Peter Singer, hein, dans ses ouvrages, sur la libération animale, qui sont des recherches, qui justement, s'intéressaient à la manière dont des jeunes, rhésus, séparés précocement de leur mère, développaient des comportements, inadaptés, autodestructeurs et cetera et bien sûr des recherches dont je dirais les conclusions étaient connues d'ailleurs avant qu'elles ne soient réalisées et mmh. là encore une fois, on a aussi une dénonciation assez véhémente par Singer et beaucoup d'autres, hein, de l'inutilité parfois de ces travaux qui ont un coût, pour les animaux et qui n'apportent pas du tout, ce que l'on dit qu'ils apportent, hein. Donc, après ce qui est évident également, c'est que les sciences humaines et sociales se sont peu intéressées en fait aux animaux ou alors justement, comme des modèles permettant de surmonter des obstacles éthiques, hein. C'est par exemple, certains collègues qui vont utiliser des singes parce que bien sûr on ne peut pas expérimenter de façon similaire sur des humains, et ça, aujourd'hui, ben, la question se pose, hein, de la tolérance qu'on peut avoir vis-à-vis de l'expérimentation animale sur des grands primates. Ça me fait penser à un reportage là que j'ai vu il y a quelques jours, sur France 2 sur, les xénogreffes, chez les cochons. Il y a un élevage de cochons, qui vient de se monter, enfin il y a quelques années en France, qui était un peu secret, juste tenu secret jusqu'ici, où, le commentaire des journalistes du documentaire se dit: «Bah, voilà, on a, un réservoir, d'organes, infini à disposition, sans avoir un seul, mot pour les animaux et les cochons qui étaient là devant dans le reportage, quoi». C'est quand même assez terrible, de voir cette proximité, à la fois cette distance qu'on est capable de mettre, Nous avons voilà un rapport, complexe justement aux animaux qu'à la fois on consomme et qu'on aime, donc affectivement et donc pour cela lorsqu'on est confronté à de la consommation, de produits carnés et bien il faut apaiser finalement cette tension, dissonance cognitive et ça passe par des stratégies. Donc effectivement, on sait bien et la différentes recherches ont montré que finalement lorsqu'on arrive à imputer à des animaux des capacités émotionnelles ou cognitives, eh bien ça leur, confère une forme de valeur morale. Par exemple, si je présente, un texte où je décris un homard et que je fais croire au lecteur que ce homard a des capacités cognitives, eh bien
la propension à vouloir le consommer va diminuer. Donc effectivement, lorsque je viens de consommer, bien des aliments carnés, je peux être motivé à, finalement minorer les capacités cognitives des animaux et c'est ce qui a été démontré dans une recherche où justement on faisait consommer à des participants des morceaux de bœuf séchés ou bien de noix de cajou et ensuite, ils devaient évaluer les capacités cognitives, émotionnelles et je dirais la valeur morale en quelque sorte de différents animaux dont les vaches et il est ressorti que, très directement les personnes qui avaient consommé, bien du bœuf avaient tendance à minorer finalement la valeur morale, les capacités de ces animaux. Il y a d'autres travaux qui ont été faits sur je dirais «la comestibilité» entre guillemets d'animaux et le lien qu'il y a avec la diminution, la minoration de leurs capacités cognitives. Donc vous voyez clairement, lorsqu'on a, besoin de rendre plus facile finalement l'instrumentalisation animale, eh bien, une façon de faire, c'est de diminuer, les capacités qui leur sont attribuées. Alors, aujourd'hui, les recherches scientifiques montrent quand même de plus en plus que les animaux ont, de nombreuses capacités insoupçonnées, Mmh. mais ça n'a pas encore eu de conséquences sur les pratiques alimentaires. Je ne sais pas si ça en aura un jour, mais en tout cas, effectivement, ça fait partie des évolutions, assez marquantes, en termes de connaissances qui ne se traduisent pas par des conséquences, pratiques. Oui, parce qu'il suffit pas forcément d'avoir, les informations, scientifiques, les Mmh, résultats scientifiques pour qu'ils soient forcément intégrés, c'est aussi, ça. dans toutes les niveaux de société ou peut-être, aussi à des moments, même si on le sait, on a tendance à l'ignorer ou le zapper au moment, on peut avoir aussi cette capacité. Donc peut-être sur l'expérience de 1000 grammes dont on reviendra tout à l'heure aussi, les personnes qui connaissaient, l'expérimentation n'ont pas forcément une différence, notable dans la réaction qu'ils ont eue par rapport à cette expérience-là? Oui, alors il y a évidemment la connaissance de certaines informations pourrait modifier, pour certains en tout cas leur perception. Mais en fait, en réalité, ce qu'on a constaté, c'est que des gens qui connaissent 1000 grammes, bon, dans l'expérience du poisson, ils n'ont pas été inclus puisqu'il fallait pas évidemment, biaiser, l'étude. Mais par contre, lorsque on a présenté le protocole à des extérieurs, eh bien, le simple fait de connaître, les travaux de Milgram ne modifie pas les prédictions que les gens feraient sur leur propre comportement. Mmh C'est-à-dire mh. que les gens savent que nous sommes influencés par les pressions sociales, par, l'autorité, mais ils pensent surtout que les autres le sont, mais pas eux-mêmes. Mmh, Voilà. mmh, mmh. Oui, oui. Et justement sur cette expérience de 1000 grammes, peut-être beaucoup de personnes connaissent, cette expérience-là. Donc c'était une expérience, qu'on connaît, qui est un peu une démonstration de la soumission à l'autorité. Peut-être d'ailleurs et on peut remettre un peu en cause les conclusions, hein, ou en tout cas elles sont peut-être un peu plus, nuancées à nuancer aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est une expérience très importante. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce protocole-là et puis dans quel contexte, Oui, cette expérience a été imaginée bien sûr. et menée, quoi? C'est ça. Donc c'est une expérience qui est évidemment, patrimoniale en psychologie sociale. C'est une des recherches les plus connues finalement en psychologie, hein. Elle a été d'ailleurs, adaptée au cinéma dans I comme Icare, il y a eu des références culturelles multiples, hein. C'est vraiment, je dirais, un une connaissance universelle aujourd'hui, ou quasi universelle, hein, issue des sciences humaines et sociales. Donc c'est un psychologue de Yale, Stanley Milgram, qui justement voulait, suite, aux atrocités de la Seconde Guerre mondiale, essayer d'éclairer comment est-ce que les personnes, pas spécialement marquées par des traits psychopathiques, pas spécialement marquées par une haine, viscérale envers certaines autres personnes, pouvaient être amenées à, développer des comportements, extrêmement destructeurs, il y a un génocide finalement et donc l'idée c'était que la soumission à l'autorité pouvait conduire des personnes, ordinaires à commettre des actes extraordinairement, néfastes pour autrui. Et pour cela donc il a échantillonné, recruté des participants dans son laboratoire donc aux États-Unis qui venaient, finalement, réaliser un test pour étudier les effets de la punition sur l'apprentissage. Donc il y avait, des punitions en termes de choc électrique. Chaque fois que des participants se trompaient, ils recevaient un choc électrique. En fait, le choc était administré à une victime qui était en réalité un acteur qui recevait progressivement de plus en plus d'intensité électrique à chaque fois que l'erreur se produisait et les participants devaient administrer ces chocs par incrément de 15 volts. Et les résultats ont montré que la majorité des participants allaient jusqu'à 450 volts, plus de 60 allaient jusqu'à 450 volts, les 2 tiers le plus souvent, donc ça a été répliqué dans de nombreux pays. Donc,
au Canada, en Australie, en Allemagne, en France aussi il y a quelques années, avec des victimes humaines. Et donc l'idée c'était de voilà, le résultat c'était clairement que n'importe qui finalement dans certaines circonstances, certaines situations peut se transformer en tortionnaire, si l'autorité l'y pousse. Puisque dans l'expérience de Milgram, il y avait toujours un scientifique en blouse grise qui était juste à côté des participants qui, lorsqu'ils voulaient arrêter, eh bien étaient incités à continuer de façon constante. Voilà. Participants qui étaient d'ailleurs, tendus, stressés, c'est pas du tout un comportement facile pour eux, mais ils l'ont fait parce que l'autorité les incitait à le faire. Et donc ces résultats-là, eh bien, ont été utilisés finalement pour démontrer que n'importe quel humain peut se métamorphoser finalement en tortionnaire. Et ce que j'ai voulu faire, c'est finalement à la fois de faire une translation pour qu'il y ait dans mon protocole non pas une victime humaine, mais une victime animale, et puis en profiter pour essayer de faire avancer une question théorique importante concernant l'explication de ces phénomènes de soumission à l'autorité, puisque pour Bill Graham, eh bien, les gens se soumettent aveuglément et je pense que les choses sont plus compliquées que ça. Alors justement, cette expérience de 1000 grammes, vous avez voulu la transposer avec une victime animale, non humaine. Est-ce que du coup, comment vous est venue l'idée justement de transposer cette idée-là? Et est-ce que vous pouvez nous décrire justement déjà le protocole, quoi? Oui, alors l'idée c'était de comprendre comment des personnes confrontées à un animal assez familier, en l'occurrence, ça sera un poisson qui est, alors ça sera un poisson assez imposant, un poisson de 50 centimètres, Qui a son importance. voilà, Ouais. qui a son importance parce qu'effectivement, dans les entretiens qui ont été faits avec les participants après l'expérience, eh bien, beaucoup, enfin plusieurs en tout cas, ont évoqué la taille qui les a évidemment marqués, pensant que s'il avait été petit, effectivement, ils n'auraient pas été aussi, réticents à le blesser. Et je crois que c'est intéressant de voir que finalement nous sommes aussi, prisonniers de nos sens dans l'attribution de valeurs. Effectivement, le simple fait d'être confronté à un animal de petite taille ou de grande taille, ça peut changer aussi, notre conception de l'animal. Alors qu'en théorie, il n'y a pas de raison philosophiquement évidemment d'imputer de la valeur en fonction de la taille. Et si les gens étaient interrogés, ils diraient que c'est absurde, mais en réalité, effectivement, ne pas voir, eh bien, ou bien voir, un animal de petite taille, ça peut avoir des conséquences sur les comportements. Dans le cas donc de mon expérience, le choix a été fait d'inclure des poissons pour des raisons à la fois, liées, je dirais à l'adaptation pratique puisqu'en fait, pour arriver à simuler un comportement de façon, acceptable, réaliste, eh bien le poisson était je dirais une bonne option parce qu'on a évidemment aujourd'hui des animaux qui sont assez faciles à imiter par des robots, puisque je précise bien sûr que c'était un poisson robot et non Mmh. pas un poisson authentique, Mmh. qui a été, heu, habillé par un artiste qui lui a fait une peau en silicone. Donc c'était un robot que nous avons, importé de Corée. Enfin, en fait, on avait plusieurs parce qu'il y avait parfois des pannes aussi, donc il fallait évidemment gérer ces histoires de pannes. Et ce robot a été donc, rendu très réaliste grâce à donc, du silicone peint, les participants donc étaient face à ce poisson qui évoluait dans un aquarium de 3 000 litres. Alors le poisson, c'est donc aussi un animal qui est, dans nos maisons, hein, qui est évidemment très présent dans plusieurs millions, je dans des millions de foyers en France. C'est aussi l'animal qui est le plus utilisé pour l'alimentation. Donc, là aussi, on a, je dirais, si on regarde le nombre d'animaux tués pour l'alimentation, bah, pour l'essentiel, ce sont des poissons, aujourd'hui, en nombre Ah oui, d'individus, voilà. pêcher souvent, hein, Comment? ouais. Pêcher surtout. C'est ça, pêcher, Ouais, tout à fait. ouais. Et Et donc, l'aquaculture se développe beaucoup, mais voilà, ouais, c'est oui. ça. Et on a donc, voilà, je dirais un choix intéressant de voir comment est-ce que des personnes qui, pour la plupart, évidemment, consomment du poisson, vont se comporter face à un poisson qu'elles vont elles-mêmes devoir tuer. Un poisson imposant qui les regarde presque. En tout cas, il avait des yeux très réalistes. Et donc ce protocole, c'est un protocole qui va vraiment être une translation assez directe du 1000 grammes puisque les participants doivent appuyer sur un bouton, donc c'est une interface numérique, hein, qui est en phase 2. Le bouton déclenche, un pouce-seringue motorisé qui va envoyer dans l'aquarium de 3000 litres un produit qui est censé à la fois stimuler, les neurones du poisson, parce qu'on va étudier l'effet de ce neurostimulant sur le comportement d'apprentissage du poisson, mais qui également est un produit qui n'a pas été encore bien testé et qui est donc toxique
Et les participants sont informés, et c'est inscrit d'ailleurs sur les boutons, que le risque de mort progresse avec le nombre d'injections. Donc L'injection. il y avait 12 injections à réaliser. Donc voilà comment fonctionnait le protocole. Les participants s'installent devant l'interface. Ils vont cliquer sur le premier bouton, la première injection. Ça déclenche donc le pouce serein qui envoie dans l'aquarium donc ce produit censé être toxique. Le poisson, à ce moment-là, eh bien, il y a un signal lumineux qui se déclenche dans l'aquarium, et les participants sont informés que les poissons ont été préalablement conditionnés. Ils sont censés, lorsque le signal se déclenche, par association en fait, se diriger vers un coin de l'aquarium qui a été marqué d'un adhésif orange. Ils ont appris ce comportement qui est associé à des lumières vertes, et ce qu'on veut tester, c'est est-ce que la fréquence du comportement va être plus importante lorsqu'on va, envoyer ce produit toxique qui devrait justement, intensifier l'association. Voilà un peu je dirais l'habillage pseudo-expérimental qui va donner de la crédibilité au protocole. On explique aux participants qu'on essaie de comprendre comment est-ce que des personnes formées à la recherche en biologie ou en zoologie, ou des personnes, néophytes comme elles, vont coder le comportement du poisson, c'est-à-dire décider à partir de quand il a franchi le périmètre orange, puisqu'il y a une dimension un petit peu subjective. Mmh. C'était une façon de justifier pourquoi est-ce qu'on leur demandait à eux, parce qu'ils ne sont pas formés, ils ne sont pas zootechniciens, expérimentalistes, pourquoi est-ce qu'on les rémunère pour participer à un protocole de recherche. Donc les participants, une fois qu'ils avaient appuyé sur le premier bouton, ils ont 15 secondes pour regarder le poisson évoluer dans l'aquarium et compter le nombre de fois où il passe dans le périmètre orange. Et pendant ce temps, eh bien, il y a donc un compte à rebours. On entend également simultanément le cœur du poisson. On leur explique qu'en fait, on a implanté un capteur, et au fur et à mesure que les injections vont augmenter, le cœur du poisson aura un retour sonore de plus en plus inquiétant, de plus en plus erratique. On sent bien que ça va de moins en moins bien. Mmh. Le poisson donc qui évolue automatiquement dans l'aquarium, donc il avait des capteurs qui permettaient de se déplacer tout seul en fait, dans cette grande, espace, aquatique, et qui effectivement au début n'est pas spécialement inquiétant, mais au fur et à mesure on voit que, bah, la les choses se passent mal, et donc Qui se il est retrouvent en en difficulté difficulté. au fur et à Voilà, mesure. tout à Ouais. fait. Et les participants aussi, puisqu'effectivement ils vont du coup, vouloir parfois arrêter, vouloir stopper l'expérience, et là il y a un chercheur qui est assis à côté d'eux qui leur dit: «Non, non, continuez, c'est important pour la recherche». Jusqu'à ce que, bien sûr, il y a un seuil d'insistance qui soit dépassé, et là, on décide d'arrêter. Bien sûr, parce qu'on ne voulait pas non plus les mettre dans une situation trop stressante, hein. Il y a eu, bien sûr, tout un protocole, antérieur d'évaluation des risques, je dirais, pour le confort psychologique des participants. C'est passé, bien sûr, devant une commission d'éthique, et donc, à partir d'un certain, je dirais, désagrément, on s'arrête. On veut être sûr que Mmh. les participants ne sont pas trop non plus, voilà, exposés à une situation, stressante. Mais effectivement, l'évaluation post-expérimentale par questionnaire a montré que les participants étaient stressés, et en tout cas, c'est selon leurs propres paroles. La plupart étaient effectivement, dans leur propos post-expérimental, manifestaient leurs difficultés, leurs tensions, leur stress. Certains, très peu, mais plusieurs effectivement ont versé quelques larmes aussi durant l'expérience, ou surtout en réalité, durant le débriefing. Donc c'était une situation qui était assez poignante pour les participants. Alors, comme chez Milgram, l'une des critiques possibles, c'est qu'on doit être certain que les participants n'ont pas détecté l'artifice, hein, Mmh. parce que sinon évidemment ça n'a aucune valeur, hein. Il Mmh. faut que les participants soient convaincus que le poisson est un vrai poisson, Bien sûr. que le produit toxique est toxique, et pour cela, après l'expérience, chaque participant est, interrogé par un expérimentateur qui lui demande de parler spontanément du protocole, de ce qu'il a ressenti. Est-ce qu'il y a des choses, inhabituelles qui lui sont apparues? Et comme cela, par une sorte de débriefing en entonnoir, on peut arriver à faire émerger finalement les instances de doute, les éléments, je dirais de scepticisme, qui vont ensuite qui sont filmés, hein, et on va présenter à 3 juges extérieurs les débriefings pour les amener à se prononcer sur le statut de chaque participant. Est-ce qu'on Mmh. peut considérer qu'il avait des doutes sérieux ou pas? Et comme cela, on a exclu 12,5 des participants, D'accord. parce qu'il y avait des preuves qu'ils avaient compris des choses qu'ils ne devaient pas comprendre, voilà. Et tous les autres ont été effectivement inclus dans l'échantillon, et on a pu comme cela à la fois voir évidemment quel était leur comportement. Est-ce qu'ils allaient aller jusqu'à 12, ou bien est-ce qu'ils allaient s'arrêter avant? Aller comprendre également quels étaient les facteurs, individuels qui allaient prédire justement, ces comportements, des facteurs,
liés à leurs traits de personnalité, à leur genre, à différents paramètres, et puis également quels seraient les facteurs de contexte qu'on allait manipuler, qui allaient aussi moduler justement le comportement dans la situation expérimentale. En tout cas, alors on va rentrer dans ces résultats-là, justement, quels sont les déterminants. Là, on peut passer quelques extraits justement du malaise des personnes qui ont participé à l'expérimentation, puisque vous avez partagé Mm. une vidéo qui montre, donc on va montrer quelques extraits. Lors de l'injection du produit, on s'attachait au fur et à mesure au poisson. Enfin, moi, mon cœur battait de plus en plus vite, et au fur et à mesure que j'entendais, son cœur battait de plus en plus vite, quoi. Ouais. Je me sens vraiment coupable d'avoir. J'ai pas l'impression de pouvoir me regarder dans un miroir en fait. Je sais pas, il y a une espèce de lien qui se crée en fait, où quelque part presque on se met à sa place et on n'a pas envie d'y être, quoi. Donc, Et du coup, quels sont les résultats de cette expérimentation? Voilà, si on peut rentrer un peu dans le détail, ils sont un peu les mêmes que ce qu'on avait trouvé chez Milgram? Oui, alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à inclure dans l'échantillon à peu près 750 personnes, donc ils sont venus l'une après l'autre pendant pratiquement 2 ans, donc au laboratoire. Donc chaque passation, en comptant le débriefing, ça va durer plus d'une demi-heure, hein, parfois 3/4 d'heure, puisqu'on prend vraiment le temps d'ensuite de parler avec les participants pour comprendre comment est-ce qu'ils ont perçu la situation. Et donc ce qu'on a observé, c'est que certains participants refusaient de commencer, Oui. et d'autres sont allés jusqu'au bout, et puis un nombre important évidemment se distribuait entre les 2. Donc on a notamment 53% de participants qui ont terminé l'expérience, donc qui sont allés effectivement jusqu'au bout, donc qui Sur ont les 12 injections, donc, délibérément, voilà, administré les 12 doses de ce produit toxique au poisson, donc le tuant délibérément, voilà. Et donc c'est assez intéressant de voir qu'effectivement c'est je dirais un taux assez élevé, parce qu'encore une fois, on est là face à un animal qui est imposant, qui est à quelques mètres de vous. Alors vraiment, effectivement, avec des yeux qui étaient très expressifs. Les participants, d'ailleurs, ont beaucoup insisté sur le regard du poisson. Peut-être qu'on en reparlera, mais Oui. c'est quelque chose qui les a perturbés, qui a été évoqué comme étant d'ailleurs un élément qui, pour certains, les a amenés à s'arrêter. Donc, premier résultat, 53% des participants vont jusqu'au bout. Et puis, effectivement, environ 20% vont refuser de commencer, hein, donc vont effectivement s'opposer en fait à administrer ce produit toxique. Donc on a vraiment voilà, des extrêmes, et puis après tous les autres qui se distribuent finalement au niveau intermédiaire. Après, deuxième chose intéressante, c'est quels sont les facteurs qui vont être associés statistiquement au fait d'administrer plus ou moins donc de doses d'aller Très jusqu'au bout. d'obéissance, on va dire. Voilà, c'est ça, d'obéissance, tout à fait. Et donc là, on a dans le protocole, on avait donc un questionnaire qui avait été proposé aux participants avant l'expérience, soit en ligne, donc c'était soit la veille, soit quelques jours avant. Et à partir des mesures psychologiques, on va créer des scores qui sont en fait des indicateurs qui sont liés à certains traits de personnalité ou bien de disposition. Par exemple, on va évidemment poser des questions sur l'âge, sur le genre des participants, et on va constater que, au global, eh bien, les femmes sont beaucoup plus réticentes que les hommes à aller jusqu'au bout de l'expérience. On retrouve d'ailleurs un résultat qui est assez connu, peut-être qu'on en reparlera, hein, sur le fait qu'effectivement, le rapport que les femmes entretiennent avec les animaux est particulier. Elles sont beaucoup plus, justement réticentes à les blesser, à les instrumentaliser, et c'est ressorti clairement dans l'expérience, ce qui Mmh. donne également, je dirais, une touche de validité, en tout cas de cohérence par rapport à ce qu'on connaît des relations entre les femmes et les animaux. Un deuxième résultat intéressant, c'est que nous avons mesuré, l'empathie des participants avant l'expérience, donc grâce à une échelle d'empathie, l'échelle de Davis, qui est assez souvent utilisée dans la recherche, qui est assez sensible. Et bien que l'animal cible soit un poisson, ce qui n'est pas un animal qui suscite beaucoup d'empathie, hein, je pense qu'on aurait eu un impact plus fort si ça avait été un mammifère, par exemple, Mmh. puisque la distance évolutionnaire, la morphologie, tout ça fait qu'on a beaucoup de mal à se retrouver dans un poisson, hein, en tant qu'humain. On se reconnaît mal, évidemment, et la similarité est au cœur de l'empathie. Mais tout de même, malgré cela, ayant eu un échantillon d'assez grande taille, on pouvait quand même faire ressortir un effet statistique significatif, c'est-à-dire que des personnes plus empathiques avaient tendance à aller moins loin dans l'expérience. C'est Mmh. assez cohérent, bien sûr, mais on aurait pu ne pas le voir parce qu'encore une fois, l'empathie envers les poissons, c'est quand même compliqué, hein. Mmh. C'est une empathie qui est mesurée justement dans les relations avec les autres humains, ou Tout à fait, qui tout peut à fait. aller. OK. C'est une empathie généralisée, c'est-à-dire qui s'applique aux humains,
Mais il avait été montré dans le passé que des personnes qui avaient un score élevé d'empathie à cette échelle d'empathie pour les humains sont également plus capables de détecter, lorsqu'on leur fait entendre des cris de détresse d'animaux, des composantes de détresse. Donc c'est quand Mmh. même un outil qui est assez fin et puis qui peut s'appliquer à d'autres domaines que la perception et les comportements envers les humains. Mmh mh. Donc, un premier résultat, l'empathie. Ensuite, il y avait une échelle qui mesurait la discrimination morale exercée entre les humains et les animaux, le spécisme, l'idée qu'effectivement, on va créer une sorte de césure entre les animaux et les humains et donc s'autoriser finalement des comportements envers les animaux qui ne sont pas ceux qu'on aurait pour des humains. Donc, cette échelle de spécisme est composée d'un certain nombre d'items qui vont être agrégés et qui vont permettre de calculer un score de spécisme. Et là aussi, on a Que vous pu. avez créé ou qui existait Alors, elle a déjà? été développée par des chercheurs d'Oxford, l'équipe de Lucius Caviola, et elle a été validée donc maintenant dans la littérature et elle est beaucoup utilisée pour justement essayer d'avoir un indicateur objectif, en tout cas psychométrique du spécisme. Et donc cette échelle-là, elle a également été très efficace pour arriver à différencier ceux qui vont s'arrêter très vite et ceux qui vont jusqu'au bout. Donc on a aussi, je dirais, ça permet de valider en quelque sorte le protocole lui-même, puisqu'il aurait été surprenant qu'on n'observe pas ce résultat, bien Bien sûr, sûr, c'était ouais. nécessaire. Et puis le troisième résultat qui me semble être intéressant, c'est une mesure qui s'appelle la mesure de dominance sociale. C'était l'idée, en fait, c'est une mesure qui évalue le fait de valoriser la hiérarchie entre les groupes humains, le fait de donner de l'importance et de la légitimation au fait qu'il y ait des gens qui soient supérieurs aux autres, qu'il y ait plutôt des groupes qui dominent et qu'il y ait des groupes qui soient dominés. Mmh. Et l'idée qui est là-dessous, c'est qu'en fait, si quelqu'un a un système de perception des catégories sociales humaines qui les hiérarchise, on devrait aussi observer chez ces personnes une propension à organiser en fait cognitivement des catégories humains versus animal. L'animal étant en quelque sorte le sous-groupe ou le groupe dominé par rapport au groupe humain, dans une forme de hiérarchie finalement qu'on réplique entre les espèces. Et donc l'hypothèse, c'était aussi d'arriver à démontrer que la dominance sociale, qui était une mesure qui, encore une fois, s'applique aux humains, allait s'appliquer aussi aux relations humains-animaux. Et clairement, là aussi, on a eu un résultat significatif, c'est-à-dire que les personnes qui avaient un score élevé à cette échelle de dominance sociale allaient plus loin dans l'expérience. Et enfin, dernier résultat, et là aussi un résultat qui nous rassure parce qu'il est cohérent avec, je dirais, les comportements des gens au quotidien. Les végétariens ou végétariennes avaient plus tendance à s'opposer durant le protocole et donc refusaient plus d'administrer le produit aux poissons. Par rapport aux résultats de Milgram, qui disent justement cette soumission à l'autorité, qui est un peu robotique, on va dire, hein. Est-ce qu'ici, c'est quelque chose enfin voilà, qu'est-ce qui est similaire? Qu'est-ce qu'on peut expliquer avec cette expérience? On peut aller plus dans le détail, dans la profondeur, ce qui peut être différent subtilement, quoi. Oui, Qu'est-ce que vous avez pu, ouais, c'est ça. Alors, Milgram, effectivement, il a développé un protocole original qui a vraiment marqué cette expérience sur la soumission à l'autorité. Mais par contre, l'explication qu'il en a proposée est assez décevante, hein. Il Mmh. parle d'état agentique. Il développe le concept d'état agentique, qui est l'idée que les personnes, en fait, renoncent à leurs propres responsabilités, par une sorte d'abdication idéologique, ils vont renoncer à leurs convictions, leurs valeurs, en considérant qu'ils sont finalement de simples opérateurs passifs, qui vont exécuter des ordres sans se sentir, encore une fois, agentiquement impliqués. Mmh. Et donc cette idée-là, c'est finalement, simplement une sorte de paraphrase de l'obéissance, mais qui n'explique pas vraiment ce qui se passe du point de vue des processus. Comme s'ils se débranchaient, quoi, Oui, c'est de toute ça, comme s'ils considération étaient un morale, peu. éthique, de valeurs, Voilà, comme si c'était des automates, Mmh. effectivement. Alors nous, l'automate, c'était plutôt le poisson, pas le participant. Mmh. Alors la thèse de Milgram, évidemment, elle est intéressante parce qu'elle permet de ne pas considérer que les personnes qui sont les autrices d'actes infiniment malfaisants sont forcément diaboliques, sont forcément marquées par des traits de psychopathie, Parce ou que là, bien on sont a forcément. 54% de Tout à psychopathes, ça fait. veut dire? Ou bien sont pas marqués je dirais par une haine, farouche et donc Mmh. effectivement, Milgram a essayé de nous obliger à repenser pourquoi est-ce qu'un groupe, et des personnes vont, heu,
exercer envers d'autres un traitement terrible en essayant de désubstantialiser, de ne pas considérer que les criminels sont des monstres. Et donc, en ça, c'est intéressant de mettre l'accent sur la situation, sur le contexte, parce que essentialiser, c'est souvent opacifier, ne pas comprendre ce qui se passe. Mmh. Alors que précisément, même si on est motivé lorsqu'on ne comprend pas ce qui se passe à diaboliser, la démarche scientifique, c'est justement d'arriver à sortir de ces logiques d'explication instantanée. Voilà. Malheureusement, Bill Graham, je dirais, a fait une erreur, c'est qu'il a déjà la rhétorique qui l'a amené à s'intéresser à justement à Eichmann, donc ce dignitaire nazi qui a été l'organisateur de la solution finale, l'a amené à minimiser chez Eichmann, finalement, certains aspects qui étaient des aspects très susceptibles d'expliquer son comportement. Puisqu'en fait, Eichmann a été présenté par Hannah Arendt, la philosophe qui a écrit justement un rapport sur le procès d'Eichmann à Jérusalem, comme un simple rond de cuir, un fonctionnaire qui ne réfléchit pas et qui obéit aux ordres, alors qu'en fait, les historiens postérieurs ont plutôt démontré que c'était un homme qui était convaincu de l'importance d'exterminer les Juifs, un vrai nazi, pas du tout un type qui ne réfléchit pas et qui Mmh. n'a pas de conviction, je dirais, délétère. Et donc, finalement, en utilisant cette métaphore ou cette inspiration eichmannienne, Milgram s'est mis en difficulté parce qu'effectivement, sa thèse, c'est bien que n'importe qui peut devenir tortionnaire et beaucoup d'historiens le contestent. Pas n'importe qui, bien sûr, on peut obéir à des ordres dans certaines circonstances, mais aller jusque-là, ça suppose quand même qu'on y croit. Mmh. Et Milgram, précisément, a été contesté sur cette idée que peut-être qu'on ne peut pas appliquer ces travaux à la Shoah. Voilà, parce qu'en fait, les principaux architectes de la Shoah avaient effectivement des convictions idéologiques fortes, n'étaient pas, je dirais, des personnes ordinaires, justement. Alors, l'explication de Milgram, c'est donc que n'importe qui peut devenir un agent destructeur, et d'autres théoriciens ont essayé de reprendre ces résultats et d'autres réplications en proposant une autre théorie qui est, à mon avis, plus proche des faits, qui est que les gens se soumettent parce ils s'identifient aux buts qui sont poursuivis par l'autorité. Ils Ils y sont adhèrent? ils y adhèrent, voilà, Mmh. ils sont un peu comme des, je dirais des personnes engagées, ils sont partisans, ils sont impliqués, il y a une dimension de légitimité, c'est pas simplement une obéissance aveugle. Et donc à ce titre-là, c'est intéressant effectivement de tester ces idées, et ça a été l'occasion justement, l'expérience du poisson de le faire. Donc j'ai, essayé de manipuler justement l'identification que les participants avaient pour la science, Mmh. de façon assez subtile. C'est-à-dire que certains ont, durant l'expérience, rempli une petite fiche qui leur demandait d'écrire en quoi ils se sentaient proches des scientifiques, en quoi la science était, une instance, importante, quels étaient les bénéfices de la science. Et puis à d'autres, 50 de l'échantillon devait au contraire rédiger un petit texte dans lequel ils mettaient en exergue, eh bien, les problèmes posés par la science, en quoi ils se sentaient différents des scientifiques, et cetera. Et ça a suffi à, créer temporairement une vision plutôt pro-scientifique ou bien Mmh. critique vis-à-vis de la science. Et mon idée, c'était que cet état temporaire allait se répercuter sur, le niveau de soumission des personnes durant le protocole. Et donc, en comparant les taux moyens, effectivement, il a été observé qu'il y avait une différence significative. Ceux qui étaient en condition pro-scientifique allaient significativement plus loin en moyenne que ceux qui étaient en condition science critique, ce qui donc, je dirais, apporte un petit complément plus subtil aux travaux de Milgram, puisque ça démontre que les gens se soumettent, certes, mais ils se soumettent à des buts et à des finalités auxquelles ils adhèrent vraiment. Et donc, je dirais, ça nous oblige à repenser en fait ce rapport un petit peu aveugle à l'autorité. Les gens adhèrent parce qu'encore une fois, ils ont des raisons d'y adhérer. Ce n'est pas du tout parce qu'ils sont soumis dans la situation même. Donc ça ouvre aussi à des perspectives peut-être plus optimistes, à mon avis, d'éducation, d'influence culturelle. C'est pas simplement on ne peut pas transformer quelqu'un du jour au lendemain en tortionnaire. Voilà, je pense qu'il y a évidemment tout un conditionnement culturel qui va aussi jouer. Alors, bien sûr, l'autorité peut aussi avoir un effet in situ, mais pas aussi important que ce que Milgram l'a affirmé. D'ailleurs, le simple fait que les variables individuelles, comme je dirais l'empathie et d'autres, aient également une force prédictive, montre bien que l'individu
reste tout de même une entité à prendre en compte. C'est pas uniquement le contexte ou la situation, c'est bien, l'individu avec ce qu'il apporte et surtout avec son histoire, son expérience, ses réflexions passées. J'avais dans une autre expérience, de type Milgram, mais avec des victimes humaines, j'avais pu observer il y a une quinzaine d'années, par exemple, que des personnes qui avaient participé dans leur histoire à des manifestations ou à des grèves, eh bien, étaient plus enclins en situation milgramienne à se rebeller. Mmh. Donc je dirais, bien sûr, Milgram nous apprend que l'autorité peut avoir des effets très forts et peuvent nous amener parfois à faire des choses qu'on ne ferait pas forcément en son absence, mais en même temps, si on complexifie un petit peu le tableau, on peut se dire que finalement, nos comportements d'aujourd'hui préparent nos comportements de demain, qui ne seront pas entièrement issus des situations de demain, mais aussi des situations auxquelles nous nous exposons dès aujourd'hui. Une conséquence, du tissu culturel, de l'éducation, et ce qui est d'autant enfin, ce qui donne beaucoup d'explications sur la consommation des animaux, sur la difficulté à remettre en cause la consommation quand elle est plus nécessaire, et cetera. On a un discours aujourd'hui, justement qui peut être sur à la fois enfin, qui est ambigu sur, l'arrogance de l'humanité. Justement d'ailleurs, quand on se comporte de façon humaine, c'est qu'on se comporte de façon, positive, et altruiste, et cetera. Quand on a un comportement bestial, par exemple, enfin, le vocabulaire-là, il n'est pas neutre, justement. Enfin, toute cette éducation, cet environnement culturel, on voit qu'il va façonner complètement notre comportement par rapport à la question animale. Bien sûr, je dirais la métaphore animalière, la bestialisation, quelque chose qui est observé dans tous les contextes de génocide, hein, une façon très efficace et très universelle de destituer un groupe de sa dignité et de se préparer finalement à l'opprimer, c'est bien sûr de lui attribuer des qualités, des qualificatifs bestiaux, animaliers. Je dirais, Lévi-Strauss l'a bien montré dans Race et Histoire, hein, mais je dirais c'est vraiment une constante universelle. Dès qu'un groupe est animalisé, on peut s'attendre à ce que les pires traitements lui soient réservés, et encore récemment, que ça soit évidemment dans le contexte de la guerre Ukraine-Russie ou bien à Gaza, on a des exemples très, très actuels et terribles, hein, de Les animaux sont l'animalisation. évoqués, tout le temps. Voilà, Voilà. tout le temps. Après, je dirais ces qualificatifs-là, bien sûr, pourra évoluer, mais ça va mettre du temps parce que même je dirais les agents de changement social, des personnes qui finalement s'opposent à des habitudes ou à des visions du monde très archaïques, elles-mêmes sont finalement, en proie à ces réflexes, où le spécisme imprègne le langage, hein, je dirais le Balance ton terrible porc, «balance ton porc», voilà, qui évidemment est regrettable, Mmh. et que certainement que dans quelques années, on utiliserait d'autres termes. C'est hallucinant de voir la puissance du discours, en fait, à quel point un discours peut faire prendre des vessies pour des lanternes, quoi. Et je pense qu'on a entendu aussi Florence Burga sur la question du génie du sacrifice, qui est justement ce mécanisme qui permet de décoller de la réalité. On est en train de tuer un humain, un animal, enfin peu importe, et on a tout un discours qu'on va mettre sur ce sacrifice qui va nous permettre de dépasser cette culpabilité qu'on peut avoir, ce regard justement, alors qui lui peut nous reconnecter avec la réalité, C'est ça, avec c'est nos ça. propres émotions. Justement, c'est peut-être l'occasion de parler aussi du regard des animaux. Oui, je pense que pour revenir simplement une seconde sur l'histoire du sacrifice, je pense Oui. qu'il y a évidemment dans les sacrifices grecs classiques l'idée que on s'attend à ce que l'animal acquiesce, consente. Et c'était évidemment une sorte de mythologie, je dirais, de l'accord de l'animal. Et bien sûr, tout à l'heure, nous parlions de la dissonance cognitive. Je crois que dans un monde idéal pour des personnes qui consomment des animaux, les animaux sont heureux d'être consommés. Voilà, Mmh. évidemment. Je veux dire, ça serait tellement simple d'imaginer que les animaux s'offrent à nous et Ouais. aiment se faire consommer. Et je dirais cette espèce de fantasmagorie, parfois, on l'entend dans la bouche de certaines personnes qui finalement nous font mine de croire qu'il y aurait une sorte de consentement animal à être consommé. Mmh. Et je dirais, cette rhétorique-là, on va la retrouver dans ce qu'on appelle la suicide food aussi, c'est-à-dire des images, des représentations d'animaux qui semblent être impatients d'être consommés La par vache qui rit, voilà, la hein, vache qui rit aussi, on peut c'est comme une évidemment image donc là iconique. aussi alors je dirais, ça parle beaucoup de ce que l'humain finalement est en situation d'intranquillité. On a besoin quand même justement d'amadouer un petit peu cette, situation parce que quand on y regarde de plus près, on sent bien qu'il y a un problème, voilà et donc si on peut cacher le problème par un sourire, c'est quand même relativement apaisant, voilà. Un sourire de vache peut-être.
Et cette situation de dissonance cognitive, est-ce qu'on est finalement, c'est un exercice qu'on réalise tous les jours, quoi, entre peut-être des désirs, des pulsions, et puis, une éducation, une moralité, qui fait qu'on est tout le temps un peu tiraillé et qu'on essaye à chaque fois de se justifier, Bien de sûr, se et contrôler, c'est ça, ouais. d'ailleurs, je dirais, il y a une dimension très active dans le sens où on va pouvoir, par exemple, eh bien, minorer les capacités des animaux qu'on consomme. Mais lorsqu'on est en situation de dissonance, on peut aussi tout simplement changer. C'est-à-dire que, la dissonance, ça peut être un mécanisme qui va nous amener à décider d'arrêter de Bien consommer de sûr. la viande. Ça, Mmh. c'est je dirais, c'est évidemment une option. Le problème, c'est que c'est une option qui évidemment, à la fois exige certains changements comportementaux qui peuvent passer pour coûteux pour certains, puisqu'évidemment, c'est des habitudes à prendre et puis surtout, c'est un comportement qui va s'exercer contre une majorité. Contre, je dirais, une majorité qui a avec elle une puissance légitimatrice incroyable et qui va se décliner avec des arguments plus ou moins, convaincants ou plus ou moins fallacieux en ce qui concerne justement la nécessité anthropologique de consommer de la viande, la nécessité biologique d'en consommer, je dirais sans parler évidemment des raisons gustatives. Voilà, tout cela, ça va être, des arguments qui vont contribuer à installer une forte inertie, au changement. Alors, il y a des évolutions, évidemment, on pourra en reparler, mais encore, aujourd'hui, de nombreuses résistances sont très sensibles. Après, une façon de gérer je dirais le malaise, c'est tout simplement d'invisibiliser, de mettre à l'écart, les réalités que l'on ne veut pas voir et c'est ce que je dirais, c'est ce qu'on fait avec la mise à l'écart des abattoirs des villes pour des raisons sanitaires d'abord, mais aussi, je dirais, pour des raisons de confort visuel en quelque sorte, hein, ne pas voir le sang, hein. En tout cas, c'était aussi à l'origine une des raisons de couler dans les rues, hein, des choses Mmh. comme ça qui, bien sûr, vont éloigner de plus en plus les animaux du quotidien et Éloigner la violence aussi et quelque voilà, part tout à quelque part, fait hein, de et dire, donc la ouais. violence ne sera pas perçue parce que la Mmh. violence, effectivement, ça nous fait réagir et bien Mmh. sûr, nous sommes, je dirais dans une logique de je dirais d'adoucissement civilisationnel malgré l'actualité terrible, hein. Tout de même, nous avons, il y a une sorte de dynamique quand même de rejet de la violence Bien sûr. pour qui, et de civilisation des mœurs pour reprendre l'expression d'Élias et à ce titre-là, effectivement, la violence qui est commise envers les animaux, eh bien, peut sembler, déplacée, inappropriée, désagréable. Les enfants n'ont pas la même, hiérarchie, morale, montrée aussi dans le livre, hein, C'est ça, ça ouais. c'est intéressant de Mmh. voir que finalement les enfants ont un rapport aux animaux qui n'est pas un rapport qui a été, encadré par, justement des influences culturelles, des normes, des représentations, hiérarchiques qui vont faire on va considérer qu'ils ont une valeur inférieure à la nôtre et qui sont surtout à notre service, et à notre, enfin destinés à notre alimentation et donc les études qui ont été faites sur le sujet montrent qu'effectivement dans des dilemmes moraux où, on met en parallèle, je dirais, ou en conflit des vies humaines et des vies animales, eh bien, les enfants sont plus enclins que les adultes à préserver davantage, les vies animales. Donc on voit qu'il y a une sorte de plus grande, réceptivité, intérêt pour les animaux que chez les adultes qui finalement ont appris à laisser des animaux à leur place et à leur réserver finalement un traitement qui est conforme évidemment à l'état d'un système. Voilà. Les enfants n'ont pas encore peut-être besoin de justifier ce système et puis par une plus grande peut-être proximité ou disponibilité, aux animaux vont se laisser aussi peut-être plus, influencer ou inspirer par une forme d'empathie. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Les animaux effectivement, lorsqu'on étudie le rapport que les enfants entretiennent avec eux, eh bien les fascinent, les attirent et lorsqu'on compare, l'attention, l'implication comportementale d'enfants avec des animaux, on voit qu'elle est beaucoup plus forte qu'avec des jouets, avec des robots, ils sont vraiment, je dirais, très réceptifs aux animaux. Justement attiré par le regard des animaux? Enfin le Par le regard, effectivement, puisque c'est quand même un vecteur, de transmission d'une vie intérieure et donc c'est quelque chose qui trouble, quelque chose qui révèle finalement, une vie psychique, une vie émotionnelle, le regard et donc tous les animaux qui ont évidemment ont des yeux, notamment lorsqu'on peut dé dis enfin dégager finalement une expression des yeux, s'il y a une partie, contrastée, la sclérotique effectivement et puis l'iris, et bien sont bien distincts au niveau des couleurs. Tout ça, ça va permettre d'identifier
un être qui va nous faire penser à nos congénères, voilà, et puis qui va être doté d'une forte expressivité. Et les témoignages à la fois d'ethnologues dans les abattoirs ou bien effectivement, dans les laboratoires de recherche qui utilisent des animaux ou bien dans mes propres études effectivement avec le poisson convergent. C'est-à-dire que les yeux des animaux nous troublent. Les yeux Mmh. des animaux, finalement, nous rappellent leur individualité ou en tout cas leur vie intérieure et dans le protocole justement avec le poisson, eh bien, plusieurs participants évoquaient très explicitement que c'était les yeux qui les ont amenés à s'arrêter, qui les ont bouleversés. Mmh. Donc il y a évidemment une ironie parce que nous étions là face à des yeux en verre et pas des yeux, authentiques, mais tout de Ouais. même, c'est bien l'idée que c'est par ce canal-là que quelque chose va se passer et donc je crois que ça nous je dirais, ça ouvre aussi à mon avis à une métaphore intéressante. C'est que le fait de regarder une réalité, d'en prendre conscience, finalement nous en rapproche et donc il suffit de les regarder, ces animaux, pour déjà être obligé de se définir autrement par rapport à eux. Mmh mh. Croiser les regards d'une truie, dans un élevage, voilà, dans sa stalle, c'est quelque chose, hein, c'est vraiment très, très fort et c'est très puissant, Mmh. quoi. Mmh mh. Est-ce que vous voyez des signes tangibles d'évolution, de progrès, dans notre société aujourd'hui? Alors, il est, sensible, hein, évidemment que la question du sort des animaux, en tout cas, est dans l'actualité. Elle est présente dans les préoccupations, publiques grâce, à L214, grâce à d'autres, organisations qui font un travail, acharné et difficile, pour y arriver. Donc je crois que c'est une victoire déjà d'arriver à en faire une question de société. Une victoire qui prépare évidemment, des changements, qu'on peut souhaiter à l'avenir. Mais bien sûr, le changement principal, en tout cas en termes de conséquences directes pour les animaux, c'est le changement alimentaire qui certainement se fait attendre, se fait trop attendre. Et celui-là, eh bien, les enquêtes ne donnent pas de signes suffisamment, significatifs pour être, convaincus que les gens ont compris. Voilà. Alors peut-être qu'il faut attendre que les étudiants grandissent, que les plus jeunes grandissent, puisqu'effectivement cette sensibilité-là, elle est quand même plus importante chez les opérateurs de changement que sont finalement les strates les plus jeunes de la société. Donc on peut imaginer que par l'écoulement, voilà, des années, eh bien, on aura une quantité, une proportion de personnes sensibles à la question animale et notamment à ses implications alimentaires qui sera plus importante et on sait que à la fois pour initier et pour maintenir les choix alimentaires, qui vont dans le sens du respect des animaux, eh bien, il faut qu'il y ait des proches, des contacts sociaux, une légitimation dans le réseau immédiat, familial ou amical qui fonctionne. Donc je dirais, il y aura des effets de seuil qui vont probablement Mmh. jouer, qui font qu'à bout d'un certain moment, ça va s'autonomiser, ça va passer des seuils. Mais aujourd'hui, ça je dirais pas que ça plafonne, mais ça reste à un niveau relativement bas par rapport aux enjeux. Et d'autant plus décevant que les enjeux ne sont pas uniquement éthiques, heu, pour les animaux concernés, mais je dirais c'est des enjeux de survie humaine aussi qui sont impliqués et là évidemment, au nom simplement d'un pur égoïsme anthropocentrique, on pourrait déjà décider de ne plus manger d'animaux. Mmh mh. Et vous parlez aussi, bah, des implications, enfin du canari au fond des mines ou de ces poissons qui ont été utilisés sur le G20 comme des pas à la fois des ambassadeurs, mais des indicateurs en fait du aussi du on les utilise ici pour, se protéger et ils nous disent aussi beaucoup sur, les animaux dans les mines, peut-être expliquer C'est ça? ça, Donc, c'était effectivement une l'utilisation, bah, je dirais de sentinelles, sentinelle. biologiques, voilà, qui vont nous servir à détecter s'il y a une perturbation environnementale qui serait inquiétante. Donc l'exemple effectivement durant un sommet, du G7, en Corée par exemple où, on avait utilisé des poissons pour vérifier que l'eau qui était consommée par les convives n'était pas, problématique, pas, toxique par Mmh. exemple ou bien plus anciennement, évidemment, l'usage des canaris dans les mines pour savoir s'il n'y avait pas justement des gaz qui étaient toxiques pour les mineurs et donc lorsque le canari commençait à fléchir et bien, c'était le signe qu'il fallait absolument, s'échapper de la mine. Donc les animaux ont été finalement utilisés pour être des signaux, préserver finalement notre propre existence. On s'est beaucoup, voilà, assis, hein, on a utilisé évidemment
toute leur substance, mais vraiment toute leur substance, hein, à la fois matérielle, mais aussi symbolique. Nous en avons fait des dieux, nous en avons fait évidemment des écritures, des chants, et évidemment, on leur doit tant, on leur doit tant. Et à ce titre-là, évidemment, la plus minimale dignité serait de les regarder davantage et peut-être de commencer à les respecter. Est-ce que les femmes qui prennent le pouvoir peut être justement un signe d'espoir? Parce que ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, c'est beaucoup, on retrouve beaucoup les femmes, notamment dans les mouvements de protection animale, qui ont été les leaders de ce mouvement-là. Et puis, dans votre expérience même, hein, on voit que c'est un déterminant aujourd'hui. Comment on l'explique d'ailleurs Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Effectivement, d'abord, dans les structures, disons, en tout cas des démocraties occidentales, le système est tellement, je dirais, est construit sur des logiques qui, éventuellement, peuvent empêcher une femme au pouvoir d'appliquer ce qu'on associerait stéréotypiquement à la féminité. C'est-à-dire qu'effectivement, les valeurs, entre guillemets, associées à l'empathie, associées à l'écoute, associées à une certaine, un rapport non instrumental, finalement, aux personnes, peuvent tout à fait, je dirais, s'évanouir, évidemment, dans les structures de pouvoir telles qu'on les connaît. Donc je dirais, par contre, ce qui est certain, c'est que, dans le rapport aux animaux, les gens ne sont pas, similaires, effectivement. Des études qui ont été faites sur la composition des foules antivivisectionnistes, par exemple, il y a 150 ans et même aujourd'hui, hein, effectivement, c'est une proportion de femmes très importante, de plus de 2 tiers, hein, même il y a 150 ans en Angleterre, par exemple. Lorsqu'on regarde dans les boards des revues scientifiques consacrées aux relations humains-animaux qui sont en place, ce sont plus souvent des femmes que des hommes, ce qui est rare, puisqu'en général, dans les revues scientifiques, eh bien, dans les comités de lecture, ce sont souvent des hommes qui accaparent en fait le pouvoir, comme partout d'ailleurs. Et puis, on a, je dirais, effectivement, le seul parti qui a été sanctionné pour un manquement à la parité en France dans le sens inverse du sens habituel, c'est le parti animaliste. Voilà, donc on a bien, je dirais, Oui, il y avait trop de femmes. voilà, trop de femmes. Ils ont Donc ça été montre amendés bien, pour voilà, ça. ça montre bien qu'il y a, je dirais, une sorte de sensibilité et les travaux sur les violences envers les animaux montrent clairement que, par exemple, si on regarde le ratio de femmes et des hommes sur les auteurs de coups à des animaux, c'est de 1 sur 39, quoi, hein, une femme pour 39 hommes. Donc c'est vraiment spectaculaire. Alors pourquoi? Je dirais, là, il faut invoquer une multicausalité, hein. Bien sûr, les normes sociales qui sont, je dirais, administrées, inculquées dans le sens de la douceur, de la compréhension, de la sensibilité, certainement jouent à plein, hein. Donc évidemment, à ce titre-là, elles vont aussi s'appliquer aux animaux. Mais je dirais, les femmes se différencient sur la plupart des comportements de violence physique dans tous les pays du monde. Mais après, effectivement, on peut aussi penser à, je dirais, une des clés, même si ce n'est pas la seule, c'est bien sûr la question de l'empathie, qui n'est pas, qu'on peut concevoir aussi comme une disposition qui n'est pas nécessairement imputable uniquement à des conditionnements culturels, mais à des dispositions, je dirais, individuelles. On parlait au début de l'entretien de Darwin. Je pense que d'un point de vue darwiniste, il est cohérent de penser que je dirais, un être vivant qui a charge de s'occuper de jeunes, eh bien, il soit adaptatif, qu'il ait des capacités d'anticipation d'états psychologiques et physiologiques, et donc que l'empathie soit effectivement plus développée pour les êtres qui sont en première ligne auprès des plus jeunes. Et du coup, effectivement, cela va expliquer que les femmes soient plus empathiques. Ça ne veut pas dire que les hommes ne le soient pas. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y ait pas des hommes plus empathiques que les femmes. C'est encore une fois une statistique générale. Ça n'enferme personne dans des rôles particuliers. C'est-à-dire qu'on peut très bien refuser cette idée pour soi. Mais il y a une sorte de logique biologique qui, effectivement, à mon avis, est présente dans cette situation et qui peut expliquer pourquoi, je dirais, il y a une plus grande connivence. Après, on peut aussi évidemment évoquer d'autres facteurs, comme par exemple le fait que les femmes peuvent s'identifier à des animaux qui sont finalement des êtres dominés ou maltraités, comme elles le sont ou comme elles l'ont été elles-mêmes, finalement, dans un certain sens. Et donc, on peut filer, je dirais, des associations et des métaphores qui peuvent être parlantes, hein, qui évidemment peuvent expliquer des choses. Mais je pense quand même que le cœur de la différence est quelque chose qui découle finalement d'une explication
tout de même, il y a des dispositions assez fondamentales, qui différencient les hommes et les femmes. Mmh. Même si encore une fois, ce n'est pas un destin, ce n'est pas, quelque chose qui s'applique à chaque personne. Chacun peut décider après du rôle qu'il veut prendre, mais en tout cas à l'échelle, globale, on a en tout cas des faits qui vont vraiment dans ce sens-là. Mmh. Avant de poser un peu la dernière question sur l'objectif de L214, qui est un peu une question rituelle, en psychologie sociale justement, est-ce qu'on a des exemples de mouvements, tout à l'heure vous parliez du phénomène de seuil, à partir d'un pourcentage à partir duquel il peut y avoir un basculement d'une société. Est-ce que sur d'autres mouvements sociaux, on a pu, identifier justement ces phénomènes de seuil, qui pourraient nous donner espoir sur la question animale ou qu'on pourrait transposer? Alors, ce que, en tout cas, la psychologie sociale peut montrer, c'est qu'effectivement, les êtres humains sont très sensibles à, je dirais, à ce que leurs congénères font et pensent et éprouvent. Et donc, tout ce qui va aller dans ce sens-là, tout ce qui va permettre de visibiliser, en fait, l'évolution d'une idée auprès du plus grand nombre aura un impact. Je n'ai pas d'exemple, je dirais, concret d'effets de seuil au niveau de changements comportementaux globaux. Par contre, ça c'est plutôt une question qu'on poserait à un sociologue peut-être, Mmh. mais en revanche, en laboratoire en tout cas, il y a des études qui ont été faites évidemment sur les effets de conformisme, c'est-à-dire, dans quelle situation, eh bien, on va adopter la position je dirais d'autres personnes. Est-ce que donc des recherches classiques qui effectivement ont montré que lorsque des personnes avant nous prennent des positions dans un sens ou dans l'autre, on va être, très, très motivé à les imiter, très motivé à faire pareil, à la fois parce que on ne veut pas être exclu du groupe et aussi parce que finalement leur position peut nous interroger. On se dit: «Mais est-ce que j'ai bien vu?» Voilà, donc ça fait partie évidemment de l'interprétation de la situation, de la réalité sociale. Ce qui est sûr, c'est que il y a quand même eu des évolutions sociétales sur ces sujets-là depuis, une quinzaine d'années, que, c'est un sujet d'actualité évidente, que les opérateurs économiques s'en saisissent évidemment à leur avantage. On ne peut pas leur en vouloir, c'est leur job, mais je dirais ça montre bien qu'elle est devenue un sujet avec lequel il faut composer. Et donc à ce titre-là, on peut espérer que, précisément cette, préoccupation, se généralise, mais elle le fera évidemment avec l'aide de transformations pratiques, hein. On voit bien que tout de même, là, les obstacles, c'est un obstacle pratique. Nous sommes quand même, dans des routines qui nous empêchent de consacrer un temps, infini à des changements de comportement. Donc si le changement du comportement alimentaire passe par simplement la substitution, le passage à d'autres produits qui auraient les mêmes, propriétés Mmh. gustatives, ça serait plus simple, Mmh. évidemment, même si on peut souhaiter, aussi que la sensibilisation à une alimentation alternative passe par la découverte d'aliments, peut-être, trop peu fréquentés jusqu'à présent, hein. Je pense aux légumineuses, je pense évidemment à des sources, assez, durables et bénéfiques de protéines. Et donc tout ça, je pense que ça fait partie évidemment de la sensibilisation à laquelle on assiste progressivement par exemple à travers les Crous en France, qui ont fait un travail tout de même important aujourd'hui auprès des étudiants de plus en plus en proposant des plats, végétariens, Mmh. voire végétaliens. Mmh. Et je crois que les étudiants ont évidemment une place importante dans ce changement-là. Lorsqu'on parle avec les étudiants, et ça m'arrive évidemment en tant qu'enseignant à l'université, on est quand même saisi par une forme d'optimisme parce qu'ils veulent, même si évidemment tous leurs comportements ne sont pas forcément alignés avec leurs envies, on sent qu'il y a une envie de changement et des prises de conscience. Et donc, je n'arrive pas à croire que ça ne pourrait pas se concrétiser un jour par des changements alimentaires profonds. Mmh. Après, évidemment, les préoccupations, géopolitiques, les préoccupations, d'actualité immédiate peuvent, ralentir, peuvent bloquer des changements qui, pour certains, peuvent sembler secondaires, anecdotiques par rapport à la fin du mois, hein, comme on dit, hein, voilà. Donc ça, c'est évidemment des questions, aussi un peu préoccupantes. C'est qu'on ne peut pas facilement imaginer que l'avenir des animaux, s'améliore si l'avenir des humains, je dirais, est de plus en plus difficile. Je pense que les 2 sont aussi connectés, hélas. Il va falloir, voilà, je pense que les combats, en fait, sont parallèles. Mmh.
Ça peut jouer dans le sens inverse aussi. Il peut y avoir une tension sur les ressources alimentaires ou des choses comme ça qui nous indiquent que passer par un modèle de consommation plus végétale va nous permettre justement d'obtenir, enfin d'économiser ces ressources-là ou de les affecter ailleurs. Voilà, ça peut aussi jouer peut-être dans Tout ce à fait. sens-là. En tout cas, avec L214, on a pour objectif, parce on s'est rendu compte que nos campagnes permettaient effectivement d'éliminer un peu, enfin d'améliorer les conditions des animaux sur le pire de l'élevage, en tout cas, on l'a vu sur les poules en cage, les poulets de chair, où on a eu beaucoup d'engagement et beaucoup de succès. Par contre, sur le nombre d'animaux tués, aujourd'hui, on voit que depuis le début de l'existence de L214, ce chiffre-là stagne, donc on ne sert pas à grand-chose de ce point de vue-là. C'est pour ça qu'on s'est tourné aujourd'hui vers un objectif très ambitieux de diminuer par 2 le nombre d'animaux tués. Est-ce que justement, qu'est-ce que vous pensez de cet objectif? Est-ce qu'il vous paraît réalisable? Est-ce que aujourd'hui, finalement, le fait qu'il y ait autant d'animaux tués qu'il y a 10 ans, est-ce que ça cache pas quand même une évolution dans les consommations de viande qui fait que finalement, en changeant l'environnement alimentaire, on pourrait actionner, alors il y a le discours évidemment, mais aussi cet environnement alimentaire. Je crois que vous êtes à l'initiative des lundis verts justement pour proposer des alternatives végétariennes dans les crousses, hein, c'est ça? Oui, avec Nicolas Trèche, oui. Ah, c'est ça. Du coup, est-ce que c'est un objectif, on va dire, perché ou qui pourrait être réalisable, ou qui pourrait être dans quelles conditions on pourrait espérer y aller en tout cas? Bah, en tout cas, je crois que bien sûr, le fait que malgré une action continue et forte, hein, de l'association L214, on n'assiste pas à des effets spectaculaires, n'est pas en soi une source nécessairement de découragement, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui se serait advenu s'il n'y avait pas eu cette action. Mmh. C'est-à-dire, on ne sait pas comment aurait été le monde, comment aurait été l'état des consommations en France, par exemple, s'il n'y avait pas eu justement cette action. Et je crois que si on regarde les personnes qui ont transformé leur alimentation depuis 15 ans, si on leur pose des questions sur justement l'origine de ces changements, pour beaucoup d'entre elles, c'est des prises de conscience. Et ces prises de conscience, elles n'ont pas été la conséquence je dirais, d'un rêve un matin. Elles se sont dit, ah bien non, elles ont été confrontées à des réalités. Ces réalités, elles sont advenues à leur conscience parce qu'il y a des personnes comme L214 qui ont contribué par justement l'accès à des espaces qui sont difficiles à filmer, mais ça a été fait. Donc je crois que en regardant encore une fois les changements qui ont déjà eu lieu, et pas ceux qui devraient avoir lieu, on voit bien que si ce travail n'avait pas été fait, rien ne se passerait jamais. Mmh. Donc c'est la condition, nécessaire finalement, et donc à ce titre-là, je pense qu'il y a des raisons quand même d'être, convaincu de l'importance de cette action. Ensuite, l'idée de passer à des étapes, non pas encore une fois, tout ou rien, mais bien des objectifs intermédiaires, je pense que c'est conforme à ce qu'on sait du changement de comportement. C'est-à-dire qu'on on propose des buts puissent être atteints, et qui puissent être, entre guillemets «réalistes», en tout cas qui soient à la portée des personnes. Donc là, l'hiver, c'était évidemment, transformer 1 jour par semaine d'alimentation, et surtout apprendre en fait à cuisiner, autrement. Parce que en fait, changer un jour, c'est pas l'équivalent de changer une semaine, mais en fait, c'est plus que changer un jour, parce que si on apprend à cuisiner pour un jour, on sait déjà cuisiner pour tous les jours, et après il n'y a plus qu'à le faire. Mais comme la capacité à le faire, finalement, elle se transforme assez vite, je pense que c'est voilà, le premier pas, c'est déjà plus que la moitié, comme dirait Aristote, et je pense Mmh. qu'effectivement, à ce titre-là, ben, les objectifs me semblent tout à fait, importants. Et après, il y a différentes stratégies, je pense, qui sont à mettre en œuvre pour y parvenir, mais l'idée d'être graduel et de viser ces buts-là, je pense que c'est évidemment, on ne peut plus à la fois raisonnable et évidemment souhaitable. Bon, on va essayer de franchir ce premier pas ensemble en regardant les animaux droit dans les yeux. Laurent Bègue Chanclan, merci beaucoup pour cet échange. Merci Sébastien.